tous. Alors, le docteur Casanovas vous a parlé de l'intérêt d'une évaluation précoce par TEP. Moi, je vais repartir au début, à partir donc, de la TEP pré-thérapeutique, la TEP initiale. Alors, son rôle pour le bilan d'extension, il est connu, il n'est plus à démontrer, mais probablement que la TEP initiale peut apporter plus. Et ces dernières années, il y a beaucoup d'études qui ont commencé à s'intéresser à des paramètres plus quantitatifs obtenus sur la TEP initiale, dont le chef de file, le volume métabolique. Alors pourquoi essayer de chercher toujours des facteurs pronostiques? Malgré les grandes avancées qu'il y a eu ces dernières années sur la prise en charge du lymphome, avec surtout le rituximab qui a changé beaucoup le pronostic, il y a toujours une fraction de patients qui restent réfractaires ou qui vont rechuter de manière précoce. Alors, l'extension tumorale, ça a toujours été un facteur pronostic majeur, clé, dans le lymphome, d'où, avec la classification Ann Arbor, alors vous voyez qu'elle avait été initialement développée en 1971 dans le Hodgkin, mais qu'elle a été après élargie aux autres lymphomes, et que finalement, depuis 1971, elle a peu changé, peu évolué, et que c'est toujours sur elle que se base quand même la grosse prise en charge thérapeutique. Au-delà de l'extension tumorale, on a la masse tumorale. Alors là encore, vous voyez en fait on peut retrouver des papiers très vieux, 1980, qui déjà disent que la masse tumorale c'est important. Alors en premier dans le lymphome de Hodgkin, mais bon à cette époque, la masse tumorale, on pouvait l'évaluer à partir de quoi? Alors c'était l'examen clinique, la palpation des aires ganglionnaires, les radios de thorax, la lymphoscintigraphie. Pas très précis. Après, on a eu le scanner. Donc, vous voyez que déjà, le scanner, on avançait et on permettait d'un peu mieux approcher la masse tumorale. Mais néanmoins, ça restait difficile. Alors, au fur et à mesure des années, différentes études ont quand même montré que la masse tumorale, c'était vraiment des facteurs pronostiques majeurs. Et donc, ils ont essayé de développer des facteurs pour l'estimer. Vous voyez qu'il y a beaucoup de facteurs pronostiques qui sont inclus dans les différents scores des différents types histologiques qui, finalement, sont un petit peu des substituts de la masse tumorale. Alors on a le nombre d'aires ganglionnaires, on a la présence d'un bulk avec des tailles un peu différentes, la splénomégalie, les épanchements pleurales, mais à chaque fois finalement c'est une estimation de la masse tumorale. Maintenant avec la TEP, effectivement on peut aborder la masse tumorale à travers son volume métabolique, donc la partie active de la masse tumorale, et on voit tout de suite qu'effectivement ça n'a rien à voir avec une mesure unidimensionnelle comme le bulk et que, bien sûr, on peut avoir des valeurs pronostiques différentes. Notamment, on voit bien que le stade Ann Arbor n'est pas du tout synonyme de la masse tumorale et qu'on peut avoir des patients de stade localisé avec des très fortes masses tumorales et au contraire des patients de stade avancé avec des très faibles masses tumorales. Donc, voilà, d'où l'importance d'essayer d'analyser l'impact que pourra avoir ce volume dès le diagnostic. Donc je vais vous présenter quelques exemples et on verra donc déjà la valeur pronostique du volume seul, puis combiné avec d'autres index qui sont déjà utilisés et qui sont également importants. Également la possibilité de stratifier la réponse précoce après 2 cycles, puis on abordera rapidement les problèmes quand même de mesurer ce volume. Alors, pour commencer, vous avez vu que finalement la problématique de masse tumorale avait été beaucoup abordée initialement dans le lymphome de Hodgkin. Donc, je me suis un petit peu attardée sur le lymphome de Hodgkin de stade localisé, puisque vous savez que même au sein de ces patients qui restent des patients avec un très bon pronostic, on discrimine deux groupes selon leur évolution favorable ou défavorable, selon la présence de quelques facteurs de risque. Et vous voyez qu'en fait, ces facteurs de risque, c'est un ratio médiastin thoracique mesuré sur la radio de thorax, la vitesse de sédimentation, la présence de symptômes B ou le nombre d'aires ganglionnaires. Donc là encore, on retombe sur des évaluations de la masse tumorale, des évaluations pas très précises quand on voit qu'effectivement sur la radio de thorax, la reproductivité est quand même de la mesure pas très fiable. Et puis en plus, vous voyez qu'au sein des différents groupes qui travaillent sur le Hodgkin, finalement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord même sur les valeurs de cutoff entre les différences, donc le nombre d'aires, même le ratio médiastin sur thorax. Donc on disait que c'est vraiment important d'essayer de trouver un facteur qui puisse regrouper tout ça, voire même remplacer ces classifications. Alors la première équipe, c'est donc l'équipe de Dijon, avec le docteur Casanovas, qui ont commencé à regarder donc, dans le Hodgkin, et ils ont bien montré que, vous voyez, le volume métabolique, la valeur pronostique était bien supérieure au bulk. Alors c'était une petite série, c'était la première,
qui mélangeait à la fois des stades avancés et des stades localisés. Donc il fallait continuer dans cette voie. Alors, il y a donc 2 séries qui ont été publiées il y a très peu de temps, là dernièrement, sur les lymphomes de Hodgkin de stade localisé. Donc la première, c'est cette série américaine, donc une série rétrospective. Ils ont inclus 267 patients, vous voyez, donc que des stades localisés. Et ils ont montré que le volume stratifiait les patients, vous voyez, au diagnostic, avec quand même donc 53 patients qui étaient classés gros volume et qui avaient un pronostic défavorable. Alors eux, on le reverra plus tard, ils ont utilisé la méthode donc, du 2.5. Vous voyez qu'il y a surtout deux méthodes. 2.5, souvent on reprend tous les pixels supérieurs à 2.5 ou 41% du SUV max. C'est ça qu'on rencontre le plus souvent dans le lymphome. Ce qui est intéressant surtout, donc vous voyez le cutoff 268, on va avoir beaucoup de chiffres, mais finalement c'est le 80e percentile. Et ça on va voir qu'on va le retrouver. Donc, au-delà de ça, les patients ont un mauvais pronostic. Ça a été confirmé si on se concentre que sur les patients dits défavorables. Donc, les patients qui avaient été classés défavorables avec les critères habituels, sur la radio de thorax, la vitesse de sédimentation. Bah, là, la valeur pronostique du volume était conservée. Là, il permettait de encore mieux stratifier les patients au sein déjà de ces patients défavorables. La deuxième étude, donc au sein du LISA, en fait, on a réanalysé donc les TEP des patients inclus dans l'essai H10, donc l'essai que vous avez rappelé le docteur Casasnovas, qui était donc un essai de stratégie guidée sur la TEP. Nous, on a repris uniquement le bras standard, justement, donc 258 patients qui étaient traités par 3 ou 4 ABVD selon si c'était classé favorable ou défavorable, puis de la radiothérapie. Et on retrouve la forte valeur pronostique du volume. Alors voilà, nous on a utilisé 41% du SUV max, on a préféré utiliser une méthode relative, parce qu'effectivement on trouve que vu que les TEP n'ont pas été faits dans le même centre, puisque c'est un essai prospectif, il peut y avoir des petites différences de SUV, et que le fait de prendre un seuil relatif, on s'approche un petit peu, un peu plus on va dire qu'un seuil fixe, et en plus on va avoir le 2.5 et parfois un peu bas comme cutoff. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous voyez qu'on retrouve notre cutoff optimal, donc c'était un seuil différent, 147, mais on est toujours autour du 80e percentile. Donc finalement, on est en accord avec l'autre série rétrospective sur ce cutoff. Également, en fait, quand on regardait d'un peu plus près, vous voyez que dans cette série-là, le fait de classer avec les critères habituels favorables ou défavorables, eh ben, on avait 157 patients qui étaient considérés comme avec un pronostic défavorable. Alors qu'avec le volume, on n'en a plus que 46. Donc peut-être que finalement, et vous voyez que finalement, les patients classés donc favorables, ils ont toujours une survie quand même qui est très bonne à 92%. Donc peut-être qu'on intensifie trop, on traite trop avec justement ces critères-là, et que ici, ça nous permettrait de sélectionner de manière un peu plus précise vraiment les patients qui nécessitent vraiment un traitement supplémentaire, un traitement plus intensifié. Alors, le lymphome folliculaire maintenant. Alors, le lymphome folliculaire, là encore, la masse tumorale est primordiale, puisque finalement, c'est sur ces critères de forte masse qu'on va décider de traiter ou non les patients. Donc, vous voyez que là encore, on retrouve des substituts de la masse tumorale, le bulk, les atteintes ganglionnaires de plus de 3 cm, à chaque fois des reflets un peu indirects de la masse tumorale. De la même manière, au sein des scores pronostiques qui sont utilisés dans le lymphome folliculaire, le FLIPI, le FLIPI2, là encore on retrouve d'autres substituts de la masse tumorale, un peu différents des critères de forte masse du gel. Vous voyez, le nombre d'aires ganglionnaires, une masse supérieure à 6 cm, mais voilà, toujours des reflets. Malgré tous ces facteurs pronostiques déjà connus et utilisés, le FLIPI, le FLIPI2, bah, finalement on a toujours un groupe de patients qui restent de mauvais pronostics, et en fait récemment, donc cette étude de Casulo a montré que finalement les patients qui étaient vraiment à mauvais pronostic, c'était ceux qui allaient progresser dans les 2 ans après le traitement. Donc c'était ceux-là qu'il fallait vraiment essayer d'identifier de manière plus précoce. Donc c'est comme ça qu'on a essayé d'analyser donc le volume dans ce contexte, et donc on a repris
à travers 3 séries prospectives, on a réanalysé les TEP donc de 3 séries prospectives, PRIMA, FOL05 et PET folliculaire, donc des études du LISA et des études italiennes. Et on voit là encore, alors là vous voyez que le cutoff c'est toujours avec 41% du SUV max, le cutoff est plus élevé, mais c'était déjà des lymphomes folliculaires de forte masse tumorale, donc qui allaient tous avoir un traitement par R-CHOP, et qui ont tous reçu du R, en tout cas R chimiothérapie, pas tous du R-CHOP, mais R chimiothérapie. Et vous voyez que là, le volume permet de stratifier les patients, donc les patients qui avaient un volume supérieur à 500, ils ont une PFS à 5 ans de 33%, alors que les patients plus petits volumes avaient une PFS à 5 ans de 65%. Et chose assez rare finalement dans le folliculaire, on a retrouvé des résultats significatifs aussi pour la survie globale. De la même manière, en fait, si on regarde en plus sur la PFS, si on zoome un peu sur ce qui se passe dans les 2 ans, parce que je vous ai dit, c'est ça, surtout ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'identifier vraiment précocement les patients qui rechutent, et bien finalement, on voit que les 2 courbes sont également très séparées de manière très précocement, et c'était finalement un facteur qui permettait de séparer les patients de manière beaucoup plus précocement que le score FLIPI. Par exemple, la séparation entre les 2 courbes était plus importante qu'avec le FLIPI ou le FLIPI2. Alors, un mot sur le DLBCL. Vous voyez qu'en fait, dans le DLBCL, on a pas mal d'études qui sont parues ces dernières années, qui retrouvent toutes, pareil, la valeur pronostique du volume sur la PFS et sur l'OS. Alors, par contre, effectivement, vous allez commencer à avoir, encore une fois, des cutoffs différents, ce qui peut un peu prêter à confusion. Mais vous voyez qu'encore une fois, on a des méthodes différentes. En bleu, le SUV supérieur à 2,5. En rouge, le 41%. Et puis également des séries qui sont très hétérogènes en termes de caractéristiques de patients, avec souvent un mix de stades avancés, de stades localisés. Donc bien sûr, on n'aura pas le même cutoff selon la proportion de stades localisés ou de stades avancés. Et je pense qu'à terme, il faudra vraiment faire des études sur que des patients localisés ou sur que des patients de stades avancés. Mais par contre, ce qui est assez rassurant, c'est que si on prend les études avec le 41%, vous voyez qu'on a de la chance, elles ont inclus à peu près toutes 80% de stades avancés, donc on est à peu près équivalent. Et bien, quand on regarde la valeur de médiane de volume obtenue, on a des valeurs vraiment similaires, autour de 300. Donc, on pourrait dire que finalement, dans un DLBCL de stades avancés, enfin dans une population où on a 80% de stades avancés, une médiane de volume avec du 41%, ça serait autour de 300. Et c'est sans doute comme ça qu'on arrivera peut-être à progresser après avec les cutoffs, parce que finalement, vous savez que les cutoffs, ça dépend surtout du ratio sensibilité et spécificité. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire après? Si vous allez vouloir escalader ou désescalader, probablement il ne faudra pas mettre le même cutoff, un peu comme avait été proposé initialement avec l'échelle de Deauville. Alors donc tout ça, tout ce que je vous ai montré précédemment, c'était des séries rétrospectives avec à chaque fois une analyse rétrospective des TEP, donc tous les problèmes que ça peut poser. On a cette étude par contre qui est une étude prospective qui a été présentée au dernier congrès d'hématologie en décembre. Donc l'étude Goya qui étudiait le même anticorps, le GA101. Et dans cette série, ils ont étudié le volume métabolique. Alors eux, ils ont pris 1,5 fois le SUV moyen du foie comme cutoff. Donc un cutoff un peu relatif finalement, hein, même si c'est un seuil fixe, mais relatif par rapport à la fixation du foie. Et vous voyez qu'eux aussi, ils retrouvent une médiane autour de 300. Eux aussi, ils retrouvent la forte valeur pronostique du volume. Et là, vous voyez en fait les différents quartiles de volume avec effectivement les patients qui ont les plus gros volumes, qui ont la survie sans progression la plus basse. Donc au moins cette étude, c'est vraiment la première étude avec une série prospective qui confirme la valeur du volume. Alors l'intérêt, c'est aussi de le combiner avec des facteurs qui existent déjà et qui peuvent être complémentaires. Donc dans le lymphome folliculaire, je vous ai parlé, on a essayé par exemple de le tester avec le FLIPI. Et vous voyez que ça permet d'affiner encore un petit peu plus la sélection des patients avec 3 groupes avec des pronostics un peu différents. Vous voyez les patients vraiment faible risque, patients à risque intermédiaire avec soit un gros volume, soit un FLIPI défavorable, ou les patients vraiment défavorables quand ils ont à la fois un gros volume et un score élevé.
De la même manière, dans le lymphome T périphérique, donc sur une petite série rétrospective de 100 patients, on a montré, alors dans le lymphome T périphérique, le score qui est proposé un peu comme le score IPI, c'est le score PIT. Et là encore, en fait, le fait de combiner les deux informations, on ajoute à l'identification surtout d'un groupe vraiment avec un pronostic défavorable. Peut-être qu'également la chose un peu plus surprenante que vu le pronostic du lymphome T, c'est surtout finalement d'identifier aussi cette catégorie de patients qui va très bien pour un lymphome T. Donc quand on a un petit volume et un score PIT favorable, finalement on n'est pas si défavorable malgré l'histologie. Également la possibilité de combiner avec la cellule d'origine, puisque on sait qu'effectivement les patients AB vont avoir un pronostic plutôt défavorable. On pouvait regarder si le volume impacte dessus et est-ce qu'il a le même rôle chez les patients GC ou chez les patients AB. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que finalement, les patients qui sont AB, donc avec un pronostic défavorable, finalement, quand ils ont un petit volume, ils récupèrent presque un pronostic similaire au GC, mais qui ont un gros volume. Donc finalement, l'information volume ajoute vraiment par rapport même à cette classification moléculaire GC, non GC. Et ça a été confirmé par le docteur Toledano et l'équipe de Rouen, qui ont retrouvé ça et qui ont donc proposé cette stratification en 3 classes, montrant donc que les patients qui ont un petit volume, quel que soit en fait leur statut GC ou AB, ils ont un pronostic assez favorable avec une survie globale de 83%. Les patients qui ont un gros volume et GCB, ils ont un pronostic intermédiaire. Et finalement, effectivement, les patients AB et avec un gros volume, ils ont eux vraiment un pronostic désastreux. Alors, effectivement, identifier les patients au diagnostic, c'est important, mais on a vu l'importance primordiale de la réponse après 2 cures, donc on voulait un petit peu voir si finalement le volume conservait un intérêt face à la TEP 2 qui est quand même vraiment puissante pour sélectionner les patients, et des fois on peut se dire qu'on n'est pas non plus à 2 cures près pour sélectionner les patients. Alors, on voit quand même que le volume permet de stratifier encore la réponse après 2 cures. Hein, vous voyez que, donc ça c'est toujours dans les lymphomes de Hodgkin de stade localisé, donc dans la série issue des patients d'H10. Vous voyez que donc finalement, alors qu'on est dans une population qui va bien de lymphome de stade localisé, on a quand même un groupe de patients, donc c'est les patients qui sont TEP positifs et gros volume, qui ont une probabilité d'événement de 75%. Les patients qui sont TEP 2 positifs mais avec un petit volume, une probabilité de 38%. Et finalement, les patients qui ont un gros volume mais qui sont PET 2 négatifs, on voit quand même que la réponse après 2 cures est supérieure au volume, puisqu'ils vont quand même un peu mieux que les patients petit volume PET positifs, mais qu'ils ont une survie un petit peu différente que les patients qui sont vraiment négatifs, donc petit volume et TEP 2 négatif. Entre 4 et 18%, ce qui n'est quand même pas non plus négligeable, 18% d'événements face à 4%. Alors cet article aussi, donc alors là on n'est plus tout à fait vraiment au TEP baseline, TEP pré-thérapeutique, mais qui était intéressant, qui parlait en fait de lymphome réfractaire et donc en rechute, qui allait être traité par du brentuximab, et avec une stratégie guidée sur la TEP. Ils ont quand même regardé le volume, et finalement les patients qui avaient un plus petit volume, dans cette population donc de Hodgkin réfractaire, donc à très haut risque, ils avaient quand même finalement une survie sans événement très très bonne dès l'instant où ils avaient un petit volume. Et de la même manière, ça permettait de stratifier encore, vous voyez, la réponse entre les patients. Quand on combinait avec la réponse après 2 cures, on stratifiait en 4 groupes. Alors, dans le lymphome B diffus à grande cellule, de la même manière, donc le docteur Casanovas vous a parlé de l'intérêt de l'évaluation à 4 cycles. Donc, on a combiné avec le delta SUV max. Donc, vous voyez les patients qui étaient très bons répondeurs et un petit volume, excellente PFS et OS, c'est la courbe bleue. Les patients qui avaient
un des deux facteurs défavorables, donc soit le volume, soit mauvais répondeur, un pronostic intermédiaire. Et les patients qui cumulaient un gros volume et être mauvais répondeur après 4 cycles, là, ils avaient vraiment une très mauvaise PFS et surtout OS. Finalement, entre les deux, il y a une petite différence de survie globale. Donc, finalement, les patients avec un seul facteur de risque, ils étaient un peu rattrapés, alors qu'effectivement, les autres... Alors, dans le lymphome folliculaire, ce qui nous intéresse pour l'évaluation de la réponse, c'est plutôt en fin d'induction, donc on n'est plus vraiment dans la TEP précoce. Néanmoins, on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut faire de la maintenance? Après, il y a différentes justement, stratégies qui doivent être testées, puisque pour l'instant, on ne sait pas trop quoi faire quand on a un TEP positif en fin d'induction. Et en général, les hématologues, vous le surveillez, vous enchaînez rarement sur, je crois, une deuxième ligne. Et donc, ça pourrait permettre de sélectionner un petit peu les patients, puisque vous voyez quand même que ceux qui avaient un gros volume au départ, là, pour le coup, ils vont avoir une survie plus défavorable. Alors, le problème, c'est que mesurer le volume, c'est pas si simple. Effectivement, vous savez bien qu'une délimitation manuelle, c'est pas possible, puisque en fait, selon la manière de régler, je parle plutôt aux hématologues, selon la manière de régler l'échelle de couleur, vous allez pouvoir avoir des délimitations différentes. Donc, il faut des seuillages. Le problème, c'est qu'on n'a pas de gold standard, finalement, vraiment, pour tester sa méthode face à quelque chose. Alors, il existe des fantômes, vous avez des fantômes réguliers, mais vraiment, ça ne ressemble pas aux lésions des patients. On essaie de faire des fantômes un peu plus irréguliers, un peu plus hétérogènes, mais ça reste toujours beaucoup plus simple par rapport à la complexité des patients. Donc, il y a différentes méthodes qui sont utilisées en médecine nucléaire. C'est vrai que les méthodes les plus simples, même si c'est forcément les plus imparfaites, c'est les méthodes par seuillage, où on utilise soit, donc, c'est surtout les Anglais qui défendent ce seuillage absolu, donc de prendre tous les voxels qui ont plus une intensité supérieure à 2,5, soit un seuillage basé sur un pourcentage du SUV max de la ROI, donc on fait une région d'intérêt, on regarde la valeur maximale du pixel, et on prendra tous les pixels qui sont entre 41% et ce maximum. Alors effectivement, on va le voir, ça va être un peu plus restrictif. Probablement qu'on n'aura pas les bords de la tumeur, mais au moins on aura vraiment de la tumeur. On est sûr d'avoir vraiment, de ne pas prendre du bruit de fond. On a quelque chose, on sera plus sur le volume actif de la tumeur. Les seuillages adaptatifs qui vont prendre en compte le bruit de fond environnant, qui sont beaucoup mieux, plus précis, mais qui ne sont pas disponibles sur toutes les consoles de manière disponibles en routine tout le temps, et qui souvent nécessitent d'être adaptés avec des paramètres sur sa machine. Donc pour des études prospectives avec plusieurs centres, ça peut poser des problèmes, ou des algorithmes un peu plus compliqués. Alors voilà, le gros problème du 2.5, vous le savez, avec la TEP, on est quand même très sensible à l'effet de volume partiel, à la fois à cause de la caméra et à la fois à cause de la pixelisation de l'image. Et donc du coup, c'est vrai qu'avec le 2.5, on a tendance à prendre beaucoup de bruit de fond. Là, vous voyez, en fait, c'est la ROI en bleu, c'est le 2.5, et en rouge, c'est le 41. Donc effectivement, le 41 sous-estime, mais on pourrait dire que le 2.5 prend également beaucoup de bruit de fond autour. Ça, de la même manière, en fait, vous voyez, on avait à peu près la même chose, des petits ganglions de part et d'autre en latéraux-cervical. Et là, vous voyez, avec l'effet de volume partiel, le 2.5, on prend en fait le bruit de fond entre les deux ganglions, qui n'est pas de la tumeur. Donc c'est pour ça qu'avec le 2.5, dans les études, vous avez des volumes beaucoup plus élevés qu'avec 41%, qui au contraire a tendance à laisser de côté les bords de la tumeur. Le gros problème du 41%, c'est que si vous faites par exemple ici une seule région d'intérêt sur cette sur le médiastin, vous voyez en fait le gros risque c'est de prendre que cette toute petite zone. Là, le 41% ici, c'est que la petite zone en rouge. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un point très intense. Et donc, du coup, on ne prend pas tout le reste. Donc, c'est vrai qu'avec le 41%, on est obligé de faire des régions beaucoup plus petites si on a une grande hétérogénéité de fixation. Et donc là, vous voyez, on a été obligé, par exemple, de prendre au moins 3 ROI différentes
pour récupérer tout le volume. Et qu'effectivement, si on n'en fait qu'une, c'est même pas une sous-estimation, c'est qu'on n'a pas le volume correct, parce qu'à l'œil, on voit bien qu'il manque les 3 quarts. Voilà. Un deuxième point, effectivement, qu'il faudra aussi vérifier dans les protocoles, c'est que ça a été donc mis en évidence là, récemment par l'équipe de Caen. Selon les méthodes de reconstruction de nos images, là encore, on a des variations de volume. Donc, au niveau de la reproductibilité, il faudra essayer d'utiliser toujours la même méthode, même si elle n'est pas parfaite, au moins on reste toujours dans la même erreur. Et puis probablement la même méthode de reconstruction également. Néanmoins, il y a plusieurs études qui ont comparé dans le lymphome différentes méthodes. Et vous voyez que finalement, à chaque fois, donc là vous avez différentes méthodes qui ont été testées, petit volume, gros volume, à chaque fois, la valeur pronostique du volume est tellement importante qu'elle reste très, très significative, quelle que soit la méthode. Bien sûr, ce qui va changer, c'est le cutoff. C'est pour ça que c'est vraiment important de savoir avec quelle méthode on détermine quel cutoff. Et c'est vrai que peut-être que s'appuyer sur des percentiles, c'est peut-être plus un moyen de s'affranchir un peu, voilà, en disant que c'est en prenant sa population de référence plutôt que des cutoffs qui auraient été faits sur d'autres populations. Alors, vous avez vu, en fait, finalement, le gros problème du volume, c'est pas tant la segmentation une fois qu'on a fait la région d'intérêt, mais finalement le fait de tracer la région d'intérêt avant d'appliquer une segmentation. Comme c'était l'exemple avec le 41%, où on devait finalement tracer 3 régions d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'aller vers des algorithmes de détection automatique qui justement déterminent de manière automatique les régions d'intérêt et sur lesquelles on n'aurait plus qu'à vérifier que ça nous paraît cohérent, retirer effectivement les bruits les fixations physiologiques et après appliquer une segmentation, ça augmenterait énormément la reproductibilité. Alors juste un dernier mot sur les perspectives. Il y a cet article, donc pour essayer d'aller un petit peu au-delà de la valeur pronostique. On voit que donc cet article a été publié en 2016, en fait, sur une population d'essais prospectifs de DLBCL. En fait, ils ont recueilli les concentrations plasmatiques de rituximab avant et après l'injection. Et finalement, ils montrent que les patients qui sont moins exposés au rituximab, donc l'exposition était mesurée par rapport à l'air sous la courbe des concentrations, et bien, ces patients-là avaient une survie inférieure, survie sans progression, et une survie globale. Dans cette étude, du coup, ils ont également mesuré le volume, et vous voyez qu'on retrouve donc à peu près 300 cm3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré qu'effectivement, plus les patients avaient un gros volume, plus l'air sur la courbe était basse. Et finalement, si on faisait un modèle mathématique, on voyait que finalement la dose classique qu'on donne de 375 mg par mètre carré, elle est optimale que pour les patients qui ont un volume inférieur à 280. Donc ça soulève beaucoup de questions parce qu'effectivement, le volume pourrait aussi peut-être permettre d'adapter un petit peu les doses de certains médicaments. Et voilà, je sais qu'il y a une étude aussi qui va être lancée sur le brentuximab. Voilà. Donc c'est une perspective intéressante pour le volume. Et le docteur Casasnovas vous l'a montré, effectivement, l'ADN circulant, on commence à beaucoup en entendre parler, et on voit une forte corrélation avec le volume, même si c'est probablement une information différente et qu'il faudra justement regarder d'un peu plus proche, parce que même si on a une corrélation, on n'a pas une relation si facile pour certains patients. Mais ça permettrait sans doute de mieux identifier les patients dès le diagnostic en combinant le volume métabolique, l'ADN circulant, pour essayer d'identifier cette population de patients qui est à haut risque et qui va aller mal rapidement. Donc on a fait du chemin depuis la radio de thorax et l'évaluation clinique, qui reste importante, mais qui ne pouvait pas tout faire. Et donc maintenant avec l'instauration de la TEP et donc peut-être le volume métabolique peut-être développé en routine. Donc pour conclure, les différentes études de ces dernières années montrent bien que le volume métabolique c'est un facteur pronostic vraiment important qui marche sur la survie sans progression et la survie globale. Que ça pourrait nous permettre d'identifier mieux les patients dès le diagnostic sans attendre justement l'évaluation précoce.
Que la valeur pronostique marche, enfin la valeur reste très forte quelle que soit la méthode, mais qu'il faudra quand même être validé bien sûr sur des études prospectives pour avoir des cutoffs plus robustes, et puis surtout une standardisation et une simplification pour qu'on puisse arriver à la pratique clinique. Donc on a beaucoup de travail en tant que médecin nucléaire pour essayer de se mettre d'accord entre nous, c'est ça souvent le plus dur, pour essayer de trouver une méthode et l'appliquer après en routine. Ah. C'est juste un peu de pub du coup pour le congrès de Menton tous les 2 ans et qui aura lieu là, cette année en octobre 2018, où on parle donc principalement de 2 thèmes, dans le lymphome et dans le myélome. Voilà. Merci beaucoup. Il y a toujours des classes pour les intérêts. Merci beaucoup.